Bienvenue à cette première rencontre en public de l'heure H. L'heure H, c'est un nouveau rendez-vous qui reste évidemment dans la lignée de nos lunchs en philo mensuels, mais l'heure H se focalisera vraiment sur l'IA avec cette question surtout de l'usage que nous, vous, surtout chercheurs, chercheuses, jeunes doctorants, doctorantes, étudiants, étudiantes, l'usage que vous avez de l'IA, le travail que vous faites avec ces IA-là, et les questions qui vous turlupinent à ce propos-là, sur le présent et l'avenir de cette IA. Et puis donc, une fois par mois, on se retrouvera de toute façon ici en public pour l'heure H, avec des rencontres interdisciplinaires. Donc aujourd'hui, l'histoire avec un grand H, entre histoire et IA, quelle collaboration possible et souhaitable? Pour en discuter, nous sommes avec les professeurs Frédéric Kaplan, chercheur en humanité digitale et directeur du CDH, et Béla Kapossi, historien et ancien directeur du CDH. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer directement, on va dans le vif du sujet. En quoi l'IA a transformé le travail de l'historien, de l'historienne? Eh j'aimerais bien déjà qu'on commence par savoir de quoi on parle exactement, de quels outils on parle, de quel usage d'IA concernant le travail de l'historien, de l'historienne. Donc peut-être je commence avec Béla. Alors, comment l'IA a transformé le travail de l'historien? Je crois que on a vu des transformations énormes déjà ces derniers temps. Moi-même, pour information, moi je ne suis pas un historien économique ou qui travaille avec beaucoup de statistiques ou démographiques, etc. Moi, je travaille sur les textes philosophiques et juridiques principalement de la période moderne. Alors, ça veut dire aussi, j'ai peut-être un autre intérêt que certains de mes collègues qui s'intéressent à la mise en place des chemins de fer ou qui essaient de calculer le volume de transactions financières entre deux pays au 19e ou au début 20e siècle. Alors, il y a toutes, mais l'IA maintenant offre une panoplie de différents outils, en commençant avec mon cas. Alors, c'est évidemment d'avoir le word search, d'avoir déjà la digitalisation des archives imprimées. Ça, c'est un avantage absolument énorme de pouvoir comparer les textes, de pouvoir chercher des concepts. Et ensuite, ça me donne à moi un point d'entrée. Ça ne me donne pas nécessairement des réponses, mais ça me fournit au niveau le plus bas, ça me fournit des bibliographies, des listes de textes que ensuite moi je vais chercher. Ensuite, je l'utilise évidemment pour les traductions, quand il y a du latin que j'ai oublié, plus ou moins, ou d'autres langues qui sont facilement traduisibles maintenant grâce à des outils de traduction. Ça, c'est extrêmement utile, ça me fait gagner du temps. Également, disons, pour la lecture ou la transcription des manuscrits, on a avec Transcribus, on a maintenant qui se développe à un rythme galopant. On a la possibilité de facilement lire, même si ce n'est pas 100% correct. Ça me permet à moi, comme historien, d'évaluer assez facilement ou rapidement si un tel texte mérite d'être lu plus profondément, si je dois mettre de côté du temps pour le lire moi-même et le transcrire, ou si c'est quelque chose qui ne touche pas à mon sujet. Voilà, ça c'est juste très basiquement, ce sont déjà 3 outils. Et ensuite, j'ai aussi la chance, quand j'étais à l'EPFL, d'observer ce que faisaient mes collègues dans des projets en Digital Humanities. D'abord, il y a le Venice Time Machine, dont Frédéric nous parlera, le Lausanne Time Machine, où j'étais un peu plus impliqué. Et ensuite, j'avais la grande fortune d'être impliqué dans un cours avec Isabella pour Di Leonardo de Digital Urban History. Peut-être on va revenir là-dessus parce que c'est une expérience absolument formidable où on peut observer de manière près comment les différents outils de AI sont appliqués à un champ historiographique et appliqués à des bases de données historiques.
Alors peut-être justement, oui, Frédéric, parlons de ça, la manière dont évidemment les IA viennent soutenir ce travail en Digital Humanities avec les projets auxquels vous avez largement contribué, donc Venice Time Machine, Lausanne Time Machine. Quelle a été là la contribution des IA? Je pense que justement, on travaille sur un peu deux échelles. Il y a ce que décrit Bella, qui est une espèce de boîte à outils qui va donner des espèces de super pouvoirs à l'historien, mais en continuant finalement sa pratique normale, et en restant finalement dans des logiques aussi de recherche presque inchangées, mais simplement plus puissantes. Et puis, il y a un travail sur les infrastructures, qui est sur quoi on s'est beaucoup positionné, qui est venu en fait du constat qu'il y avait énormément de sources qui n'étaient pas exploitées de la meilleure manière, qu'il y avait une grande difficulté pour détecter les incohérences en histoire. Et donc, une grande partie du travail sur Time Machine, ça a été donc développé sur des études de cas comme Venise, comme Lausanne, et aujourd'hui, il y a plus de 80 villes en fait, qui travaillent sur ce projet. Ça a été de créer un système qui permette de manière semi-automatique d'extraire des informations dans des documents d'archives, dans par exemple des articles de journaux avec le projet Impresso, dont s'occupe Moderman ici, dans des cartes, et de prendre en fait ces informations extraites, de les mettre ensemble dans une espèce un grand pot commun, standardisé, qui va permettre petit à petit d'abord de les rendre accessibles de manière standardisée, et puis d'appliquer un certain nombre de processus, comme par exemple de la détection de cohérence. Est-ce que parmi toutes ces informations, on est sûr que quand une personne rencontre une autre personne à une certaine date, ces deux personnes sont nées à cette date-là. Quand quelqu'un est baptisé dans une église, est-ce qu'on est sûr que l'église a été construite à cette date-là? Et donc petit à petit tester les contraintes de base, hein, qui doivent gérer la cohérence de ces grandes bases de données. Ça, c'est quelque chose de nouveau en fait en histoire, qui est fait localement à l'échelle, disons, des recherches historiques que peut faire un historien, mais qui demande de passer en fait à une autre échelle dans laquelle ce sont la mise en commun de centaines de recherches, de milliers de recherches, et pour construire petit à petit un espèce de terrain commun sur lequel des hypothèses peuvent être testées, des scénarios peuvent être simulés, et un certain nombre d'autres outils peuvent être déployés. Tout le monde voit ce que c'est Venice Time Machine et Lausanne Time Machine, parce qu'on parle de ça comme si c'était une évidence, mais peut-être pas, hein. Oui, peut-être en deux mots préciser ce dont on parle ici. C'est justement cette méthode, c'est la méthode de partir d'archives, en particulier les archives des villes. Une chose que beaucoup de gens ont toujours cette idée de l'histoire comme étant des documents incertains, fragiles, très complexes à interpréter, et c'est le cas pour un certain nombre de documents effectivement. Mais dans d'autres cas, et en particulier quand on travaille sur les documents administratifs, vous avez affaire à des documents qui sont construits pour faire fonctionner un État ou pour faire fonctionner une ville. Par exemple, les déclarations d'impôts, ça n'a pas l'air très excitant comme ça, mais c'est fantastique, les déclarations d'impôts, parce que c'est un domaine sur lequel on a une très grande certitude, c'est-à-dire que vous essayez vraiment de ne pas payer plus d'impôts que vous ne devez, et l'État essaye à tout prix que ces informations soient justes, et s'il y a une erreur, elle est corrigée déjà il y a 200 ou il y a 300 ans, parce que tout le monde fait très attention sur ces éléments-là. Et puis pareil pour les recensements, pareil pour les annuaires, donc toutes ces espèces d'outils un peu modestes, mais qui donnent une espèce d'ossature à l'histoire et qui font réapparaître des centaines de milliers ou des millions de personnes qui n'existent pas aujourd'hui en fait pour l'histoire, parce qu'ils n'ont pas, disons, l'exceptionnalité qui ferait qu'un historien se consacrerait nécessairement à reconstruire leur biographie, et qui pourtant sont enregistrés par la machine étatique et qui sont stockés dans des kilomètres d'archives. Donc un grand travail qui a été entamé avec le projet Venice Time Machine et puis déployé à l'échelle de l'Europe, c'est en grande partie de reconstruire ces squelettes informationnels, de numériser, d'extraire les informations, et puis de commencer à peupler de manière extrêmement dense les villes de toutes ces personnes dont on a perdu la trace et dont on sait le métier, avec qui ils sont mariés dans certains cas, le type d'activité qu'ils faisaient, et avec une très très grande densité spatio-temporelle. Voilà. Donc, on comprend bien que les outils IA viennent soutenir, largement aider l'historien dans son travail de récolte de données, de croisement des données, restauration de textes anciens, traduction, déchiffrage, ce qu'on expliquait. Mais ensuite, en quoi est-ce que ces outils vont jusqu'à modifier le travail même de l'historien? Est-ce qu'il y a un effet, un impact sur son travail qui changerait de fait parce qu'il serait avec ces outils-là en main qu'il n'avait pas jusqu'à présent? Moi, je dirais tout à fait.
les AI permettent de faire ressortir des structures, des similitudes qui seront très difficilement détectables autrement. On n'a pas le temps de parcourir des dizaines de milliers de documents une page après l'autre pour voir dans quelle mesure s'il y a des courants, s'il y a des patterns qui émergent. Alors pour ça, je pense que AI est extrêmement utile. La question se pose, peut-être on reviendra là-dessus, par si c'est une automatisation ou si c'est une augmentation. Ça, c'est juste un terme que j'ai trouvé dans un débat qui se fait aux États-Unis par rapport à AI, histoire que je trouvais intéressant, où il y a des positions différentes. Alors moi, je suis aussi plutôt du camp, tu dis que c'est augmentation, c'est pas automatisation. Mais comme on reste maintenant sur la question, qu'est-ce que ça contribue? Je pense que pour histoire, c'est un champ énorme. Et je compte histoire de l'art dedans aussi, etc. Alors, c'est avec des sous-divisions, avec des perspectives multiples. Je pense qu'il y a maintenant déjà des outils qui nous aident dans notre travail en tant qu'historien à découvrir encore une fois des patterns, mais aussi des faits, des personnalités, etc., qu'on aurait autrement, on n'aurait pas oublié, mais on n'aurait pas, on serait pas rendu compte que ça peut être une piste importante. On est toujours un peu entre les deux, on voit quelque chose et ensuite on doit tester. Mais l'AI nous permet de signaler ou de proposer des pistes potentiellement intéressantes. Peut-être pour donner un exemple, justement en histoire de l'art, qui est un domaine sur lequel on a beaucoup travaillé dans les 10 dernières années, en particulier avec Isabella Di Leonardo, et sur l'idée qui illustre bien, je pense, le potentiel et aussi à quel point, à un moment, intervient le chercheur, intervient l'humain dans la manière d'utiliser ces outils. Une chose qui est intéressante dans l'histoire de l'art, c'est la recherche des motifs qui migrent de tableau en tableau. Vous avez un certain personnage, une certaine position, un certain détail que vous allez retrouver dans un tableau, puis le retrouver dans un deuxième tableau. Et si ce détail a suffisamment de granularité, de spécificité, vous pouvez être sûr, en fait, qu'il existe un lien causal entre ces deux tableaux. C'est que quelqu'un a vu ou le tableau ou un tableau qui représentait aussi ce motif, de manière à ce que finalement l'histoire justement de la migration des œuvres et des choses qu'elles représentent puisse être reconstituée. Donc ça, c'est intéressant, c'est étudié par les historiens de l'art. Le problème, c'est que, par exemple, à la Fondation de Chini à Venise, on a numérisé une de ces grandes photothèques. On a numérisé un demi-million d'images. Vous réalisez que quand vous cherchez ce type de motif sur un demi-million d'images, même pour les meilleurs historiens, c'est quasiment impossible à faire de tête. Donc, ça a été une première chose qu'on a fait en 2016-2017, c'était donner les premiers outils qui utilisaient le deep learning pour chercher dans ces bases, avec l'exercice de dire, voilà, j'ai ce motif que je cherche peut-être pour une recherche spécifique liée à un peintre spécifique, d'où il vient, est-ce que d'autres tableaux l'utilisent et est-ce que je peux retracer l'histoire de cette manière-là. Et ça a donné des résultats très bons et qui ont permis de développer des nouvelles technologies aussi de vision, parce que c'était très différent que de reconnaître des chats, des chiens ou des objets, parce qu'il fallait par exemple reconnaître ce qu'il y avait de commun entre un dessin qui représentait le motif et le motif dans une peinture. Tout est différent, les couleurs sont différentes, les textures sont différentes, mais il y a une morphologie qui est commune et qu'on n'a pas de difficulté pour s'accorder qu'elle est là. Ce qui a été intéressant, ça a été l'étape d'après. Quand on était quand même limité en fait, par ces recherches, parce qu'il fallait quand même poser une question au système. Il fallait dire, moi je cherche ceci, je cherche cela. Donc on continuait à chercher, entre guillemets, les motifs qui étaient en partie déjà connus, ou aider certaines recherches qui exploraient de nouveaux peintres, mais on n'avait pas la possibilité de retracer l'ensemble des migrations de tous les motifs qu'il y avait dans la base. Et donc, ça a été le travail de chercheurs successifs qui ont réussi à automatiser le processus. On dit, ben, OK, on peut faire ça. Je suis capable de trouver des motifs qui lient des chaînes de dessins, de gravures, de peintures, et où effectivement, on retrouve le motif qui transite. Sauf que, assez rapidement, on s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de résultats dont une grande partie était tout à fait valide, sauf qu'ils n'étaient pas forcément intéressants dans le sens où ils n'intéressaient personne. Et donc, il y a un grand enjeu dans cette question de
de la découverte automatique. C'est-à-dire autant on a ces processus d'augmentation, on a une capacité d'aller tester une hypothèse, autant quand la machine commence à trouver effectivement des patterns toute seule, on a la question de se demander si ce sont des choses qui nous intéressent, tout en validant le fait qu'effectivement ils ont la même qualité, en tout cas en apparence, que ce qui a été la question qui a été posée par l'historien ou l'historienne qui était intéressé. Donc on migre petit à petit de la question technique de la recherche à la question de qu'est-ce qui est une découverte intéressante. Et ça, c'est évidemment une question beaucoup plus complexe et passionnante, et qui sera très probablement une des prochaines étapes dans le domaine des sciences humaines et sociales, de dire qu'est-ce qui est une chose intéressante, pertinent. Est-ce qu'il y a à ce stade des questions ou des remarques vraiment sur ce thème-là, de ce que les technologies IA peuvent apporter au travail de l'historien, de l'historienne? Oui. Merci. Et si j'ai bien compris, vous vous basez sur l'histoire, ça me paraît vraiment intéressant, mais est-ce que c'est quelque chose, à force de s'appuyer sur des faits historiques, est-ce que c'est quelque chose qui peut contrer une fake news, quelque chose une fausse information, par exemple sur un tableau, sur un fait historique, quel qu'il soit, ou bien sur un personnage historique, étant donné que vous vous prenez avec des vraies preuves en définitive, et vous nourrissez tout ça avec des preuves, est-ce que c'est pas une façon aussi de bien... Est-ce que la mauvaise intention de l'humain pourrait altérer votre travail, en fait, pour avoir de bons résultats? Alors là, on ouvre une très grande question du biais de AI, et aussi dans quelle mesure ça peut être dangereux. Je suis tout à fait d'accord. Alors, les historiens ont développé et standardisé une méthodologie, grosso modo, au 19e siècle, avec certains principes à suivre pour ensuite pouvoir défendre, pour pouvoir publier quelque chose, de sorte que la lectrice ou le lecteur puisse vérifier si c'est probable ou pas. Si c'est une lecture, on dirait peut-être, on peut utiliser le mot idéologique, si c'est une lecture biaisée, ou si c'est simplement falsifié, s'il y a des plagiats. Alors on a un certain nombre d'outils qu'on utilise, comme par exemple mettre entre parenthèses avant un appareil critique, ça c'est assez standardisé, comme on le fait. Aussi une ontologie, on évite le plagiat, etc. Mais le fait que pour l'historien, avec les annotations, l'appareil critique, c'est de donner à une lectrice ou une lecteur l'outil à la main pour pouvoir vérifier. Ensuite, il y a évidemment la question si mon point de vue ou ma perspective est pertinente ou pas, si j'ai oublié des choses. Le problème, je crois, avec l'AI ou ChatGPT ou d'autres, c'est évidemment que ça, c'est un peu une black box. On peut avoir d'abord, il faut savoir comment poser les questions. C'est extrêmement important. On peut chaque fois changer un peu les questionnements. Et ça, c'est aussi une technique, je crois, qui doit être développée et enseignée aux étudiants. Comment on utilise on ne peut pas simplement taper quelque chose dedans. Et ce qui revient la première fois, que c'est peut-être tout ce que cette machine est capable de nous fournir. Là, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre, et ça, c'est là les universités sont un peu en obligation de développer des modules d'enseignement qui apprennent aux historiens ou d'autres de comment l'utiliser. Mais le problème, pour revenir à ce phénomène de black box, on ne connaît pas l'algorithme de ces outils. Et la plupart des historiens, je parle de moi surtout, sont incapables de comprendre le fonctionnement de ces outils. Alors là, de même, c'est pour ça qu'il faut bien équilibrer de ce qu'on peut faire avec AI. On peut faire beaucoup de choses et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, je pense que... Est-ce que ça veut dire, Bella Capozzi, que la méthodologie mise en place au XIXe siècle, elle ne résiste pas à ces outils-là, elle ne tient pas tellement face à ces outils-là, notamment la notion de plagiat a été évoquée quand on pose une question, quand on propose un prompt, donc on a des réponses qui peuvent être parfois non sourcées, donc potentiellement des plagiats seraient en jeu. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce que la méthodologie donc, de l'historien devient intenable? Alors juste brièvement, ensuite je donne à Frédéric. Je pense que la méthodologie, elle est tenable, mais elle doit être adaptée pour prendre en compte
ce nouveau outil. Je crois que la méthodologie jusqu'à maintenant, ça a été formé autour de l'existence de documents imprimés, manuscrits, etc., qui sont classés selon certains critères dans les archives, dans les bibliothèques qu'on peut retirer, qu'on peut remettre, etc. Avec AI, c'est différent. Alors, pour le plagiat, c'est un vrai problème. Mais je pense que ça, c'est pas de mettre en question la méthodologie, mais l'adapter de sorte d'incorporer le mieux possible ce nouveau outil. Et aussi de définir des guidelines d'utilisation pour les chercheuses et les étudiants. Frédéric Kaplan. Alors, je pense qu'il faut faire un peu de clarté, justement. C'est ça, c'est un des grands enjeux. C'est la différence entre ce que peut être un chatbot qui répond à des questions et ce qui est une infrastructure de recherche à large échelle qui va amener pour la première fois les sources. C'est-à-dire que l'histoire s'est construite sur cette méthodologie tout en n'ayant pas la possibilité de donner un accès aux sources effectif et direct. Alors, il y a une grande déontologie, une grande logique de la citation permettait d'indiquer la source, sauf que la source, il fallait faire 500 km et se déplacer pour aller la voir. L'arrivée de la numérisation massive des sources historiques et des documents d'archives en particulier, et le fait qu'ils soient directement liés à tout ce qui apparaît comme information extraite, ça, c'est quelque chose qui est complètement inédit, qui est dans la lignée pure de la méthode historique. Il n'y a pas du tout de rupture, il y a au contraire une efficacité et qui va permettre de dire, ben voilà, j'affirme que cette personne vivait à cet endroit. Et pourquoi je l'affirme? Parce que je vois ce document dans lequel il y a une déclaration d'impôt qui m'indique que cette personne est là. Alors, ça permet aussi, et donc là on voit que c'est une pure efficacité, hein. Ça permet aussi toujours d'être critique en disant mais je vois, ce que je vois c'est la déclaration d'impôt. Alors la déclaration d'impôt, j'ai confiance parce que de nouveau j'ai l'État qui est un État de surveillance déjà il y a 500 ans et qui essaye de savoir où sont les citoyens. J'ai une négociation avec l'État qui me conduit à décrire de manière le plus juste possible. Mais on a conscience aussi qu'il y a tout le monde appelle ça des biais, mais c'est pas des biais parce que c'est un terme maintenant qui est un mot valise. Mais il y a des invisibilités, il y a des points aveugles. On sait très bien, par exemple, dans le cas de Venise, mais comme dans le cas d'autres endroits, qu'il y a toutes des populations qui, par définition, sont invisibles parce qu'elles sont illégales. Quand vous avez des apprentis chez les imprimeurs ou chez l'ensemble des différents métiers vénitiens, vous avez l'obligation de déclarer les apprentis à l'État. Vous dites, il y a tel apprenti qui est là, je le paye tant, etc. Mais on sait aussi, ou on se doute, qu'il y a peut-être 2 ou 3 fois plus d'apprentis qui sont, eux, illégaux. Alors comment est-ce qu'on gère, et c'est ça le travail historique, de simulation, le rapport à ce que dit le document et puis ce que ne dit pas le document et comment ensuite on reconstruit des simulations sur cette base. Mais donc il y a une grande différence entre l'ossature documentaire, qui n'est pas la vérité, qui est juste ce qu'on a en fait pour faire de l'histoire, et puis ensuite des approximations de ce que peut être une forme de réalité historique qui serait déductible par une panoplie d'autres outils qui partent des documents et qui regardent en particulier ce que les documents ne montrent pas. Voilà. Bon, donc là, on a bien vu en quoi ces technologies pouvaient vraiment soutenir le travail de l'historien, aller même dans ce sens de la méthodologie historique. Maintenant, à contrario, ou plutôt réciproquement, qu'est-ce que l'histoire apporte aux outils IA? Qu'est-ce que... Oui, alors... sans doute cette source de texte déjà. C'est la même réponse en fait. D'une certaine manière, c'est la réponse symétrique. C'est qu'on a comparé le chatbot qui vous donne une réponse basée sur donc la simulation des textes historiques. Rappelez-vous que donc ces chatbots, ils sont ni pas spécifiquement intelligents, ils ont simplement appris à prédire le prochain mot à partir d'un très très grand nombre de textes, et ce faisant, ils ont intégré énormément de connaissances, mais ces connaissances viennent de corpus extrêmement variés et en particulier ont une grande difficulté à gérer ce qui s'appelle la diachronie, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas simplement des documents qui sont tous contemporains, il y a des documents plus anciens, il y a des manières, ces documents plus anciens pour être interprétés, il faut se positionner par rapport à ce qu'on sait à une époque donnée, et donc ça c'est typiquement le péché originel de toute l'informatique depuis toujours, c'est d'ignorer la dimension temporelle. Que ce soit pour les cartes, que ce soit pour les modèles de langue, enfin, le fait qu'on considère les
les objets culturels comme étant stables, alors que les objets culturels sont éminemment historiques, ils ne font que changer, le territoire change, la langue change tout le temps, et il y a très peu de points fixes. Et donc ça, c'est un des grands enjeux qui évidemment est bien connu de l'histoire, et un des grands travaux de l'historien, c'est de réussir à interpréter, sans faire du présentisme, les actions, les compréhensions des faits historiques selon une espèce de recréation récursive de ce qu'est le moment historique à ce moment-là. Et c'est ça qui doit être présent dans les systèmes informatiques diachroniques, donc des systèmes d'intelligence artificielle historiques qu'on essaye de créer. Et c'est difficile parce que c'est un processus récursif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous agissons sur la base de ce que nous comprenons dans le meilleur des cas. Hein. On se base sur l'histoire pour agir. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes forcés, pour comprendre la manière dont agissaient les personnes du passé ou les événements, ou même la construction, ou n'importe quoi, en fait, on est forcé d'avoir une modélisation de ce qu'était la compréhension historique à cette époque-là. Et donc, c'est un processus qui s'appelle récursif. C'est-à-dire que vous devez modéliser l'histoire telle qu'elle était dans le passé. Et étant donné l'ampleur de la tâche, il y a besoin des forces colossales de l'intelligence artificielle, de l'action collective et de la capacité à attaquer des objets aussi gros, mais il faut le faire avec les leçons et les compréhensions de ce qu'est l'objet historique. Et ça, c'est l'histoire qui l'a étudié, qui l'a compris depuis longtemps, on va dire. Oui, Béla, sur cette question aussi. Alors, je dirais que les historiens, ils ont une chose qu'ils font très bien, et ça c'est ils sont sceptiques. Parfois, c'est radical par rapport à la qualité de la source ou à la source qu'ils ont sous la main ou pas sous la main, sur l'écran. C'est de savoir, en tant qu'historien, on doit toujours continuer à poser la question par rapport à la véracité, qui l'a écrit, à quel but, comment c'est interprété, dans quel contexte une source s'insère. Alors ce sont des choses, ce sont des questions, peut-être ce recul critique par rapport à des données qui nous sont présentées ou qu'on découvre, qui est vraiment entraîné dès le début aux historiens. Je pense que ça, c'est une attitude ou une position épistémologique qui peut apporter grand-chose à des projets collaboratifs, interdisciplinaires en DH. La deuxième chose, c'est que, disons, avec un chatbot, parce qu'il y a les questions si un chatbot ou OpenAI peut remplacer les historiens à un certain moment, je ne pense pas, parce que c'est nous qui posons les questions. Bon, on peut imaginer qu'on peut en sortir un lucky button, on pousse et ensuite l'outil développe sa propre question. Mais là, il faut aussi avoir la pertinence. Alors, juste pour vous donner à titre épisodique, quand moi je discute avec une personne qui veut faire une thèse en histoire, d'abord deux questions très simples au début. Est-ce qu'il y a du matériel? Alors là, l'outil ou le chatbot peut être extrêmement utile. Mais l'autre chose, si c'est est-ce que ce thème est pertinent et quelles sont vos questions? Et pertinente, ça veut dire aussi qu'on s'insère là. Ce n'est pas le fait que personne n'a jamais écrit sur ces documents. Le fait qu'on n'a jamais écrit sur quelque chose ne mérite pas encore une thèse. Mais ça doit être pertinent. Et pertinent, ça veut dire qu'on s'insère aussi dans un discours historiographique, un discours qui traverse les sciences humaines. Et ça, c'est quelque chose que les historiens, et plus généralement, les chercheuses et chercheurs en histoire humaine, sont entraînés à défendre et de faire tout au long de la journée. Et ça, c'est quelque chose qui reste pour l'instant, et je pense ça reste irréplaçable. Cette idée de hiérarchie des pertinences qu'on évoquait un petit peu avant, effectivement. À ce stade, quelles questions vous auriez pour Béla Capozzi ou Frédéric Kaplan? Je vois des sourcils froncés, alors vous avez forcément des questions.
Merci beaucoup. J'ai plein de questions. On va commencer par une. Est-ce qu'on peut formaliser la détermination de véracité? Est-ce qu'on pourrait créer un algorithme comme un historien le fait, mais peut-être sur plus de données pour déterminer la véracité? Je pose tout de suite les deux autres questions, comme ça ira plus vite. Deuxième question, est-ce qu'il y a moyen d'entraîner un modèle qui va avoir un niveau de pertinence par rapport à chaque moment dans le temps? Par exemple, qui s'entraîne par incrément de 5 ou 10 ans dans l'histoire pour X milliers d'années. Et donc, chaque moment, ce n'est pas un entraînement absolu du mot le plus probable, mais du mot pertinent ou plus probable dans le contexte d'une période historique. Et troisième question, comment vous travaillez avec les objets non textuels? Par exemple, des sites archéologiques, etc. Alors, donc, il y a des tensions, hein, c'est ce qu'on essayait d'expliquer, c'est-à-dire que vous avez la tension documentaire, existe ce qui est accompagné et rendu existant par de la documentation, y compris de la documentation qu'on peut créer pour compenser les points aveugles, mais il n'y a pas, enfin, on n'est pas dans la notion ici de vérité, on est dans une notion d'une tension, vous voyez, dynamique, pour tenter déjà de se mettre d'accord sur des éléments d'histoire commune. Et ça, ce qu'il faut souligner, c'est, avant de sauter sur la question de la vérité, c'est à quel point l'histoire aujourd'hui, forcément, ne s'intéresse pas, je parle sous ton contrôle Bella, mais essentiellement à ce point-là. Il s'y intéresse dans certains cas, quand tout d'un coup, pertinemment, une chose a besoin de l'enquête et où il va y avoir, on va dire, le dialogue historique, mais sur beaucoup d'autres points, parce que, comme l'a expliqué Bella, la recherche est guidée sur une question, sur une hypothèse, sur un processus qui va tenter, un processus explicatif à un certain niveau. Il y a beaucoup d'éléments de reconstruction historique qui ne rentrent pas dans cette démonstration. Je vous donne un exemple très concret. On a découvert récemment, toujours sur nos travaux sur Venise, que pendant des centaines d'années, des représentations de la place Saint-Marc, donc pas la place la plus mineure, disons, de Venise, étaient fausses, c'est-à-dire qu'il y avait 6 arcs au lieu de 5 au fond de la place. Bon. Et ça, c'est lié, donc toujours avec nos méthodes, on a retrouvé, disons, d'où est venue l'erreur, d'une première gravure qui a commencé à représenter avec cette faute, et puis ça s'est propagé, plus personne n'a jamais mesuré, et c'est nous, en refaisant les modèles 3D, qu'on s'est aperçu que ça rentrait pas, et on s'est aperçu en fait qu'il y a eu un moment une bifurcation. Et c'est intéressant parce que c'est une erreur gravissime, c'est-à-dire c'est complètement faux, ça se propage pendant des années, et on a retrouvé ça, par ailleurs, une de mes doctorantes, Béatrice Vaillanti, fait ça sur les cartes, on montre des erreurs qui se propagent, qui se repropagent, et en même temps ça n'a pas d'impact historique. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 5 arches ou 6 arches, ça n'a jamais été crucial. Moi, il aurait fallu qu'il y ait eu un meurtre sous une de ces arches pour que ça explique, l'élément. Donc vous avez cette tension qui fait que dans beaucoup des travaux historiques, la cohérence ou la reconstitution n'est mise en mouvement que si elle sert le propos, la thèse, enfin l'enquête, enfin l'objectif. Et donc une grande partie, disons, du travail est laissée non contrôlée. Et ça, on l'a vu à de nombreuses reprises, qu'on a repris des données, on a vu qu'elles étaient des fois incohérentes, ça ne changeait rien à la qualité du travail, mais ça restait, nous, quand on essayait de les placer dans l'espace et le temps, on trouvait des éléments comme ceci. Donc je pense que ce qui est en train de se passer ici, c'est quand même un régime de la cohérence historique qui va faire apparaître des moments de contradiction, de choses qu'il faut résoudre, et qui donne une espèce de liste de corrections à faire pour les sciences historiques et la recherche. Je vous donne un autre exemple là-dessus, toujours sur ce premier point, qui est aussi remarquable, c'est-à-dire qu'en numérisant les photothèques, donc c'est des photographies d'œuvres d'art. Et sur ces photographies, c'est sur des cartons et vous avez des attributions du nom de l'auteur qui sont censés représenter l'état de l'art, à qui on attribue en fait l'œuvre. En faisant ce travail, de nouveau, 1 demi-million de fiches, bon, donc c'est beaucoup, on les a numérisées, mais en faisant ensuite le travail de reconnaissance sur les images elles-mêmes, on s'est aperçu qu'il y avait des images qui représentaient le même tableau. Alors certes, des fois, ce n'était pas exactement le même tableau, et donc on a dû faire des algorithmes très spécifiques qui font la reconnaissance entre une copie très presque identique et la signature du même tableau. Et donc on a découvert des centaines de cas qui avaient des attributions contradictoires. Et
Et personne ne pouvait le savoir, parce que par définition, c'était classé par auteur. Et donc vous aviez à la lettre A l'auteur, le premier auteur, à la lettre Z l'autre auteur. Personne, puisqu'il y avait un demi-million, ne se passait son temps à se balader et disait mais j'ai déjà vu ce tableau, c'est un des tableaux parmi le demi-million de tableaux, et je me rappelle que c'était pas le même auteur. Donc ça, c'était pas possible mentalement. Et immédiatement, la machine a fait cette liste et dit c'est pas très important peut-être, mais là, il y a une incohérence et personne ne savait qu'il y avait cette incohérence. Alors, à partir de là, il faut faire l'enquête. Peut-être c'est parce qu'il y avait une attribution qui est ancienne et qui maintenant a été changée. Peut-être c'est indécidable et c'est encore en cours. Mais une grande partie de ce que fait la numérisation et les vérifications par l'intelligence artificielle, c'est révéler non pas la vérité, mais l'inverse, les points de non-alignement des sciences historiques qui, entre elles, n'ont pas l'occasion ni les moyens de le faire. Voilà, si je caricature un peu. Voilà. Merci. Pour la première. Et on avait 2 autres questions. Donc sur un entraînement de l'intelligence artificielle sur une courte période historique. Plutôt que d'intelligence artificielle, parlons des modèles de langue, par exemple, qui prennent des textes et prédisent alors non seulement le prochain mot, mais en fait capturent fondamentalement, et c'est ça qui est extraordinaire dans ces modèles de langue, des motifs du discours, puisque le fait d'être capable de dire quel est le prochain mot de Harry Potter, vous savez, ça semble idiot, mais c'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire que ça demande de comprendre des notions de style, des notions de narratologie, des notions de contexte, autant de règles que la linguistique, la narratologie sont incapables en fait d'expliciter. Donc il y a des choses qui ont été vues comme des formes de corrélation sur ces motifs. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on traite tous ces textes sans regarder véritablement leurs éléments historiques. On pourrait tout à fait faire ce qui s'appelle des fenêtres glissantes, c'est-à-dire, comme vous le proposiez finalement, de découper en décades, par exemple, et on dit je prends tous les textes d'une certaine décade, une autre décade, et ça permettrait de créer effectivement une forme de zeitgeist, je sais pas, de moment, de mentalité. L'école des Annales parlait donc l'école des Annales qui a eu comme ambition des choses assez proches de ce qu'on discute aujourd'hui, l'idée de l'histoire totale, l'idée du retour aux sources, avait comme ambition d'essayer de capturer les mentalités d'un moment donné, c'est-à-dire de se dire, peut-on vraiment caractériser la manière dont les gens pensaient à une époque historique, au moment de la Révolution, et d'une certaine manière, et c'est ça qui est vraiment nouveau et intéressant, si on est capable de nourrir avec ces textes, on obtient quelque chose comme une représentation de cette pensée collective, évidemment biaisé par le fait qu'on va regarder des lettres et non pas l'ensemble des conversations. Enfin, il y a le biais du corpus. Et puis il y a le biais aussi qu'on n'a malheureusement pas autant de documents qu'on voudrait sur toutes ces époques par rapport à l'océan de documents qu'on a sur le monde contemporain avec le World Wide Web. Et donc une partie de ces méthodes ne réussit pas vraiment à arriver à la généralité si on applique strictement avec le nombre de documents. Mais sur le principe, absolument, oui. Alors moi, je suis un tout petit peu plus sceptique par rapport à ça. Premièrement, même si vous prenez vous arrivez à rassembler tous les faits pour une tranche de l'histoire précise, ensuite il faut quand même l'interpréter. Et pour l'interpréter, alors là on vient dans le deuxième, il y a une tranche avant, il y a une tranche après. La tranche après pour les historiens on laisse de côté, mais la tranche avant est importante, surtout pour tout ce qui concerne des questions de mentalité par exemple. Prenons la Révolution française, voilà, il y a une certaine, peut-être, ça on peut faire en snapshot, mais qu'est-ce que ça nous dit ? En histoire, on est souvent intéressé à étudier des changements, des évolutions, parfois radicaux, ou parfois un peu évolutifs, on peut utiliser réforme pour l'autre, révolution pour l'un et révolution pour l'autre, mais je pense que la question, on n'arrive pas à échapper au problème de AI et histoire en disant que voilà, on prend juste une tranche et ensuite on va essayer de rassembler toutes les informations possibles. Alors, il y a ce problème avec l'histoire. Frédéric a parlé de narratologie, etc. C'est un élément très important dans l'interprétation des faits historiques. Et là, on ne peut pas échapper à cette dimension-là. Merci. D'autres questions ? Oui, j'ai vu des mains se lever. Merci. Oui, vous avez parlé de plusieurs usages différents et derrière,
perçois plusieurs types d'outils d'IA très différents et j'aimerais juste clarifier à un niveau un peu plus technique de quel type d'outils on parle. Vous avez parlé par exemple de numérisation de documents, donc là ça me fait penser à des outils de reconnaissance optique de caractère et on a parlé aussi des modèles de langage qui sont des outils très différents. Vous avez parlé d'outils de deep learning qui vont faire de la reconnaissance de motifs. Donc j'aimerais juste savoir un peu quels sont les autres, est-ce qu'il y en a que j'oublie? Parce que quand on parle d'IA, effectivement, c'est très différent de si c'est juste quelque chose qui va numériser un document texte en reconnaissant les caractères ou si c'est quelque chose qui va générer du texte ou reconnaître des images, des motifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup à part ces trois-là? Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'IA convoque une panoplie d'outils qui, quelque part, presque reparcourent l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez tous les processus que moi j'appelle non conceptuels, qui vont de réseaux de neurones, qui vont permettre la transcription, mais pas simplement. Par exemple, vous avez aussi, c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est la transformation de représentations en d'autres représentations, traduction d'une langue vers une autre, traduction d'une représentation graphique en un texte. Ça c'est une ouverture extraordinaire. Vous pouvez regarder des catalogues de tableaux et faire le lien avec des numérisations de tableaux que vous avez par ailleurs fait. Vous pouvez faire une description, disons, d'un lieu particulier et retrouver le paysage qui correspond. Donc ça, c'est tous ces domaines, disons, de la transformation des représentations sans pour autant créer des représentations conceptuelles articulées. Et puis vous avez les vieilles techniques, moi j'étais formé à ça, d'intelligence artificielle symbolique, qui sont les principes de la logique, les principes des règles, qui vont vous permettre d'établir des connaissances qui sont explicites, dont on va pouvoir s'accorder si elles sont vraies ou fausses, en tout cas dont on va pouvoir débattre, parce qu'elles sont exprimées sous des formes de triplés symboliques, en disant telle personne est née à telle date, cette telle personne est le frère de tel autre, voilà, ce qui relève de la connaissance qui s'appelle l'articulé et qu'on sait manipuler. Et donc vous avez les deux ensemble parce que c'est pas évidemment très intéressant d'avoir un grand simulateur historique qui reconstruit des situations si nous ne sommes pas capables non seulement de le contraindre, mais surtout de l'interpréter. Et la seule chose qu'on sait interpréter, c'est de la connaissance qui est effectivement descriptible sous forme de processus logiques ou de phrases qu'on arriverait à formaliser. Et quand vous voulez, par exemple, quand vous voulez en particulier tester la cohérence des reconstructions qui sont construites, vous voulez vérifier que l'ensemble des informations que vous avez extraites de ces documents est compatible avec des règles de base, que qu'une personne ne peut pas être à deux endroits en même temps, qu'une personne doit être vivante quand elle rencontre une autre personne. Alors ça, c'est typiquement des processus d'intelligence artificielle symbolique, c'est à la prologue des années 70, dans lequel vous allez résoudre des appareillements symboliques. Donc c'est cette chaîne très peu à la mode, mais qui a continué d'exister et qui va être cruciale pour quand vous devez effectivement faire ces raisonnements sur des grandes bases symboliques. Et donc dans les cours qu'on donne aux étudiants, il y a les deux. C'est-à-dire il y a les problèmes de la résolution de contraintes, qui est une vieille technique qui a au moins 40 ans, et qui est celle qui est utilisée pour trouver, vous savez, quand vous devez résoudre un problème comme donner des salles de cours à l'EPFL avec les contraintes des profs, ou résoudre un sudoku, vous voyez, toutes ces techniques dans lesquelles vous avez des contraintes et vous devez trouver une solution, vous appliquez ces méthodes qui sont des méthodes symboliques très différentes des réseaux de neurones ou de l'intelligence artificielle, des modèles de langue. Une partie de l'histoire, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est regarder quelles sont les reconstitutions qui sont compatibles avec des règles explicites, voilà, qu'on aurait données. Donc il y a un grand enjeu de mélanger ces deux techniques et pour réussir à travailler voilà, ce matériau. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Oui. J'aimerais savoir demander si Bella pourrait nous expliquer un tout petit peu de cette dichotomie ou débat que tu as mentionné au début par rapport à comme un historien, l'augmentation des possibilités de travail vis-à-vis de l'automatisation. Disons, si dans le sens polémique, c'est lié à la question si les historiens pourraient être rendus obsèques si les machines font l'histoire. Et ça, c'est par rapport à la question de augmentation, automatisation. Et il y a certaines, au moins ce que j'ai trouvé sur
dans mes recherches qui pensent que les outils peuvent aller assez loin, ou très loin même, pour interpréter le monde passé. Et là, parce que c'est ça que font les historiens, à part le fait au terme de heuristique, de trouver à décrire les sources, de les rassembler et ensuite d'en tirer des informations. Moi, je reste sceptique, d'abord parce que j'aime bien mon job et j'aimerais bien pas que je sois remplacé, mais de manière plus sérieuse parce que je pense qu'il y a dans l'intelligence artificielle, pour moi, à ce stade, ça reste un outil qui nous permet à faciliter des tâches que nous devons faire, comme j'ai dit au début, de rassembler, à trouver, identifier des documents au niveau de distant reading, de trouver des patterns, des ressemblances dans les textes et les faire ressortir. Avec tous les risques que ça implique, mais je pense on verra les prochains 20-30 ans, on verra un changement important où je dois faire appel aux historiennes et aux historiens de se préparer. Parce qu'on peut profiter et le risque, je pense qu'avec automatisation, que si on l'accepte, on serait plus ouvert à accepter aussi des résumés, ou si on pose une question par rapport à interprétez-nous la Révolution française, pour rester avec l'exemple qui a été utilisé plusieurs fois cette heure, que ce soit pris au sérieux ou comme si c'est Wikipédia ou le dictionnaire historique suisse qui est online, qui est fait dont le dernier, c'est pas fait par des spécialistes. Dans Wikipédia, il y a des spécialistes qui peuvent intervenir à tout moment. Alors il y a aussi, une sorte de un système de contrôle. Excusez-moi. Avec OpenAI et d'autres outils, on l'a pas. On sait que voilà, c'est un mélange de différentes informations que l'algorithme a trouvé sur des données accessibles sur le web, mais il manque déjà la question d'autorité. Beaucoup sont sourcés tout de même, hein, maintenant, des Grok ou autres donnent des sources. Donc on n'avance pas complètement dans le noir avec ce qui est proposé. Voilà, je pense que là, il y a vraiment un travail à faire, aussi des avancements à faire. J'ai aussi rencontré, quand j'ai fait mes tests, des sources inventées ou des notes en bas de page complètement fabriquées, ou dans des articles qui n'ont rien à voir avec ça, d'une autre discipline. Alors je crois que ça, c'est quelque chose où on verra des avancements, des améliorations, j'espère assez rapidement, mais je pense que c'est, pour moi, néanmoins, historien professionnellement sceptique, j'aimerais bien savoir comment la personne artificielle ou l'algorithme qui prépare et qui présente les données en forme de texte a travaillé. Que je puisse vérifier à un certain moment. Ça, c'est là où on revient à la question de l'adaptation de la méthode des historiens qui doit aussi se faire. Est-ce qu'il y a ici Voilà. des spécialistes en outils même d'IA et qui pourraient nous dire si, par exemple, le scepticisme d'un Bella Capossi peut être enseigné à un outil, à des outils technologiques d'IA? L'esprit critique également, dont on a dit que c'était la qualité de l'historien, de l'historienne. Puisqu'on parle des modèles de langage, effectivement, aujourd'hui, il y en a qui peuvent aller chercher des sources. Donc, ce qui se passe, c'est que derrière, un autre système qui va lancer une recherche, par exemple, sur le web ou sur une base de données d'articles scientifiques, qui va récupérer les plus pertinents. Donc, ça, c'est une recherche un peu classique, comme une recherche Google, et qui va fournir le résultat de cette recherche au modèle de langage. Donc, ça va être inclus dans votre prompt, et il va pouvoir utiliser ça pour faire une réponse un peu plus sourcée. Mais ça ne l'empêche pas de tout de même halluciner. C'est-à-dire qu'il peut avoir sous les yeux les résultats de la recherche. Peut-être qu'il y a des résultats pertinents, peut-être que c'est des résultats qui ne sont pas pertinents. Et ensuite, c'est toujours le modèle de langage qui va utiliser ça et générer ce qu'il veut avec. Donc même avec des sources pertinentes, il peut toujours potentiellement halluciner et vous dire « Ah, j'ai vu dans tel article que ça ». Et vous allez voir dans l'article et ça n'y est pas du tout. Donc il y a des améliorations, mais le paradigme fondamental reste quand même un truc probabiliste de « je génère le prochain mot le plus probable » sans avoir un raisonnement logique, justement. C'est un peu la distinction dont parlait Frédéric tout à l'heure entre des systèmes, disons, déductifs qui ont des règles, des faits, qui font des
des inférences logiques vérifiables, des systèmes qu'on peut prouver, qui ont un algorithme qui est correct, qui va produire une solution correcte à un problème défini. Ça, c'est le premier paradigme. Et le deuxième, qui est celui des modèles de langage et des réseaux de neurones qui font les gros systèmes dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est pas du tout ce paradigme-là, c'est des paradigmes probabilistes où il n'y a pas de garantie que c'est correct et il n'y a pas un algorithme clair. L'algorithme, il est encodé dans des milliards de paramètres qui sont connectés entre eux et on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. On ne connaît pas l'algorithme, comme vous disiez. Donc, avec ce deuxième type de système, c'est difficile on ne peut pas avoir de garantie que c'est correct. On peut toujours aller vérifier nous-mêmes, on peut demander à un autre système de vérifier, ça va nous donner peut-être un peu plus de probabilité que ce soit correct, mais le fondement n'est pas prouvable, quoi. En tout cas, moi, dans ce débat, entre l'esprit... Pardonne-moi, Béla, un peu sur ce point-là, mais entre, disons, me baser sur l'esprit critique des historiens comme garantie et déployer des systèmes de vérification qui peuvent être multipliés, qui peuvent passer à l'échelle, qui vont chercher les sources, qui vont regarder des éléments de cohérence, vous avez d'un côté une possibilité de moyen de la vérification qui est potentiellement énorme. Et je pense qu'il ne faut pas s'illusionner sur l'effet black box, on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai d'une certaine manière, mais il y a un champ entier de la vérification, un champ entier de la cohérence, un champ entier de l'effort de ce point de vue-là, qui, à mon avis, va faire basculer sans toucher la vérité, mais disons l'effort de vérification du côté des systèmes semi-automatisés ou automatisés et va rendre très difficile une prétention, disons, de vérificabilité humaine, surtout individuelle. Collective, on peut en discuter. On a l'effet évidemment de Wikipédia qui fonctionne relativement bien comme un processus général, disons, de tension sur l'établissement des faits, même si évidemment il peut lui-même être attaqué. Donc technologiquement, je pense qu'on est dans une situation où il y a des possibilités d'aller dans cette direction-là. Après, il y a d'autres forces en jeu qui possèdent les sources, qui possèdent les systèmes, comment est-ce qu'elles sont proposées, est-ce que ces éléments de vérificabilité sont souhaitables par ceux qui déploient les systèmes. Je pense on rentre dans un champ éminemment politique, dans lequel l'histoire, on le sait, est la capacité en fait de juger le présent et d'agir. Et donc il y a un enjeu qui va bien au-delà de la vérificabilité. En tout cas de la vérificabilité à 360 degrés, c'est-à-dire que tout le monde ait la même vérificabilité et pas que certains qui aient une certaine version de l'histoire et d'autres qui en aient d'autres. Donc ces questions-là, elles sont des grands enjeux, mais elles ne sont pas intrinsèques à la technique. Il me semble qu'il y a plus que jamais des manières aujourd'hui de se donner des moyens de checker, de rechecker, de refaire, guidés par l'expertise des sciences historiques. C'est pour ça que je ferai la différence entre ce qu'on appelle les sciences auxiliaires de l'histoire en général, qui elles se trouvent appareillées, donc l'archivistique, les éléments de préparation du travail de l'historien, et puis la question sur laquelle on revenait au départ, qui est de dire, la question c'est quelle question vous posez et comment vous allez utiliser ces systèmes-là. Et ça, c'est loin d'être trivial. Et c'est là où il y a une expertise particulière et aussi c'est pas qu'une expertise, c'est un sens profond de comment on utilise l'histoire. Et une grande partie du travail et du savoir-faire de l'historien, il est aussi dans ce savoir-faire-là, de dire quelle est finalement la question que je pose, et ça, vous n'avez pas de manière de l'automatiser, c'est-à-dire que c'est par définition l'essence de l'intérêt historique. Et dans l'exemple que j'ai montré précédemment, quand on veut l'automatiser, on se retrouve simplement à une étape au-dessus, en disant voilà, vous avez plein de choses intéressantes qui ont été trouvées par la machine, mais il se trouve qu'aujourd'hui, elle ne nous intéresse pas, et on a du mal à savoir pourquoi elle ne nous intéresse pas, mais de fait, il y a cette caractéristique-là. Donc on risque d'aller vers une évolution du métier, ou en tout cas du savoir-faire de l'historien, comme étant celui qui interroge l'histoire et qui sait comment la faire, au-delà, disons, des processus stricts de garant
qu'il a aujourd'hui de l'esprit critique ou de la vérificabilité. Enfin, il me semble. Il n'y a rien de plus puissant que poser la question. Enfin, toute la science et toute la connaissance est construite sur savoir poser la question. Enfin, toutes les disciplines sont basées sur... la différence entre un scientifique extraordinaire et un scientifique très moyen, c'est que le scientifique extraordinaire pose la bonne question. Après, il faut réussir à y répondre, mais c'est précisé. C'est là où et ça, c'est la raison pour laquelle c'est pas automatisé et pour laquelle encore aujourd'hui, on a beau avoir des systèmes qui démontrent des algorithmes, on a beau avoir des systèmes qui pourraient simuler de la physique, on a encore des profs et d'autres et des jeunes chercheurs ici qui petit à petit apprennent le métier difficile de poser la bonne question. Et ça vaut pour toutes les disciplines. Béla, sur ce sujet? Disons, lié à la question de l'automatisation et parfois aussi et la question de si AI arrivera un jour d'écrire ou de présenter une histoire neutre ou histoire totale, pour reprendre un terme de l'école des annales. Alors là, j'ai des doutes. Les sciences humaines, notamment histoire, c'est une discipline de dialogue, dans le sens qu'à un certain moment, on s'arrête. Si on arrive, on publie et ensuite il y a une nouvelle personne qui intervient, qui répond. Et je crois que ça, c'est pour l'instant est resté la manière dont la plupart des humains ou les humains essayent de faire sens de leur passé. Une histoire neutre, ça me rappelle plutôt, disons, ce que dans la période moderne on appelait l'histoire sacrée, qu'il y a une perspective où on peut presque prendre la perspective divine, qui a une telle distance que toutes les différentes bruits qu'on peut percevoir dans la différence des documents disparaissent pour donner une image claire, finalement, importante et définitive. Alors, on n'a pas cette perspective. Là, on arrive c'est un problème philosophique et épistémologique important. Mais pour moi, encore une fois, l'histoire est une histoire, une discipline de dialogue. Et aussi longtemps qu'on est là, qu'on n'arrive pas à réinventer cette discipline, je pense l'idée d'avoir une histoire neutre, complètement neutre, n'est pas envisageable. Merci beaucoup, Béla Capossi et Frédéric Kaplan. Merci à vous aussi, cher public. Donc, vous pouvez retrouver cette rencontre en version vidéo sur la chaîne YouTube du CDH et en version audio sur le site et puis sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, à très bientôt.